Le FBI aurait la capacité d'identifier 50% du pays à partir d'une seule photo. Les caméras de surveillance sont partout. Le gouvernement dispose d'une vision sans limite. Ça a quelque chose de terrifiant. Qu'est-ce que vous préférez? Être en sécurité ou éviter d'être scanné par une intelligence artificielle? Moi, je veux être en sécurité. Alors, ce qu'on désigne par les technologies de surveillance, c'est un terme un peu vague pour dire finalement tous les outils mis à la disposition de la police et des autorités pour surveiller la population. C'est l'argument de la sécurité et de la protection de la population qui est utilisé par les gouvernements pour justifier le recours à des technologies de surveillance intrusive et finalement à faire avaler la pilule à leurs citoyens. Concrètement, ça peut être des dispositifs comme la reconnaissance faciale, des logiciels, mais ça peut être aussi des objets, typiquement les drones. C'est une technologie qui s'est développée ces dernières années et qu'on voit s'épandre aujourd'hui sur le territoire français. Et puis ça va être aussi, on va dire, un peu des logiciels comme la police prédictive. Ça peut être aussi les nouveaux types de caméras développées dans certaines villes qu'on appelle, nous, vidéosurveillance automatisée, et que dans un vocabulaire un peu orwellien, les autorités parlent de vidéoprotection intelligente, c'est-à-dire tout ce qui est détection de comportements suspects ou détection de mouvements de foule, etc. Et comme le montrent par exemple les conséquences du 11 septembre 2001 ou des attaques terroristes en France, il y a une réelle possibilité d'abus de pouvoir de la part des gouvernements qu'il est ensuite extrêmement difficile à faire reculer. Plus on donne ces nouvelles technologies à la police, plus notre vie privée derrière, elle est réduite. Je vais vous montrer comment nous accédons à nos bureaux et comment nous ouvrons les portes. C'est très simple, la porte s'ouvre avec votre visage. C'est l'avenir. Dans le passé, on ouvrait avec une clé. Demain, ce sera avec le visage. Alors, les entreprises qui développent ce type d'outils sont, en fait, il y a un peu un mélange entre des entreprises très connues du grand public, ça va être des grandes entreprises françaises, typiquement Thales, qui a créé une sorte de conglomérat avec plusieurs autres entreprises qui s'appelle Safe City, donc qui propose une solution un peu toute faite de gestion par intelligence artificielle de la ville, en termes de sécurité manifestement, Safe City. Et puis il y a tout un peu un magma de start-up, parce que la Startup Nation est pas mal aussi quand même dans ce domaine de la technopolis. Un certain nombre de sociétés qui fabriquent et qui vendent des technologies de surveillance, y compris à des gouvernements qui utilisent ces technologies pour ensuite cibler des journalistes ou des opposants, sont basées dans l'Union européenne. La France, par exemple, exporte ces technologies, enfin des technologies de surveillance, au gouvernement égyptien. On sait que c'est un gouvernement qui est terriblement répressif. Le gouvernement égyptien se sert de ces technologies pour traquer les voix critiques et écraser toute opposition, et ça n'empêche pas la France de poursuivre ses exportations à un pays aussi répressif que l'Égypte, et ça n'est pas le seul. Il faut voir qu'en fait, toutes ces solutions, c'est encore une fois des solutions développées par des entreprises privées, et donc on revient aussi à déléguer toute une gestion de la ville et une gestion de la sécurité, qui devrait être juste une chose publique, à des sociétés privées. Et le public ne sait plus vraiment comment sont faits ces algorithmes, comment est construite cette intelligence artificielle. Et ça, c'est le privé qui s'en occupe. Et dernièrement, et ça c'est hyper important, il faut voir que derrière, ces entreprises, elles vont être aussi financées par des autorités publiques ou par des agences nationales. Typiquement, le contrat Thales Safe City passé à Nice et à la Défense, il est financé par la Banque publique d'investissement, la BPI, à hauteur de plusieurs millions d'euros. Il est aussi financé par la Commission européenne. Quand vous voyez ça, est-ce que vous ne pensez pas que quelque part Thales joue avec vos peurs? Non, pas du tout. Je dis que heureusement qu'il y a des industries et de grandes industries françaises qui travaillent sur des sujets qui peuvent être mis à disposition des pouvoirs publics. C'est sans doute la Chine qui est l'exemple le plus terrifiant de l'utilisation la plus poussée et la plus sophistiquée des technologies de surveillance de masse. C'est un véritable cauchemar dystopique, mais qui se déroule dans la réalité. Dans la province du Xinjiang, par exemple, les autorités chinoises se servent de ces technologies pour réprimer les Ouïghours et les autres musulmans. Human Rights Watch a fait un travail pionnier que nous avons publié l'année dernière,
et qui a révélé la conception et le fonctionnement de l'application qui est utilisée par la police chinoise pour épier les moindres faits et gestes des musulmans au Xinjiang, collecter leurs données personnelles et à partir de là, organiser le plus gros programme de détention de masse que l'on connaisse. Et finalement, les outils de surveillance chinois ou d'autres outils de surveillance ont de nombreux adeptes et s'exportent très bien. On peut voir par exemple la ville de Nice, dans le sud de la France, combien c'est un petit laboratoire de surveillance de la population. Quand on voit par exemple que des systèmes de vidéosurveillance automatisés, c'est-à-dire des détections de comportements suspects, mais qu'est-ce que le suspect? C'est une question qui n'est pas résolue, sont déjà déployés avec, à Valenciennes, à Nice, à Marseille, à Toulouse, on sait avec IBM aussi. Quand on voit que des drones sont déployés un peu partout en France, quand on voit que la reconnaissance faciale commence à être utilisée, il y a des expérimentations sur la voie publique qui ont déjà été faites comme à Nice, on voit que finalement, les démocraties occidentales, en fait, elles aiment bien ce jeu sécuritaire et que petit à petit, on s'enfonce par la banalisation, par aussi le jeu de la peur avec le risque terroriste ou le risque sanitaire, finalement dans un état de plus en plus technopolicier, il va être très difficile de revenir en arrière. En fait, aujourd'hui, comme avec la peur du terrorisme, les gens craignent à juste titre le Covid-19 et se tournent vers leur gouvernement pour être protégés. Mais on le sait, en fait, les gouvernements ont tendance à utiliser cette peur et ce besoin de sécurité pour étendre toujours plus leur pouvoir, y compris leur pouvoir de surveillance. Et les technologies numériques peuvent être utiles contre la propagation du virus. Il n'est pas question de nier l'utilité des nouvelles technologies, y compris sur des enjeux de santé publique. Mais la pandémie de Covid-19 ne doit pas servir de prétexte pour mettre en place une surveillance intrusive et omniprésente. La lutte antiterroriste a justifié toute forme d'abus et la lutte contre le Covid-19 ne doit absolument pas suivre la même pente. Aujourd'hui, on est habitué, bizarrement depuis un mois, à voir des drones voler à Paris sur la place du Louvre. En fait, demain, après le confinement, on sera moins étonné de voir ces machines volantes qui nous surveillent dans la rue. Alors qu'il y a 2 mois, on disait encore, et c'était hyper intéressant, vous avez vu ce que fait la Chine, vous avez vu, elle fait voler des drones et elle respecte le confinement avec le drone et même elle mesure la température des gens apparemment à travers les caméras. Et on disait mais jamais nous ça arrivera. Et en fait on voit qu'un mois après on l'a tous développé et aujourd'hui on parle déjà de caméras thermiques pour vérifier si oui ou non vous êtes infecté ou pas. Et les gouvernements peuvent utiliser des technologies digitales dans la lutte contre le Covid-19 à condition qu'elles ne sapent pas les droits fondamentaux. Et ça, c'est vraiment le combat que l'on mène pour que toute mesure qui soit prise par les gouvernements soit encadrée par la loi, qu'elle soit strictement justifiée et proportionnée dans le cadre de la lutte, dans le cadre des enjeux de santé publique. Elle doit être absolument limitée dans le temps, et ça c'est très important. On sait à quel point les États ont pris des mesures justifiées par des états d'urgence, et là par des états d'urgence sanitaires qui ont ensuite été intégrés dans le droit commun. Donc c'est très important que toute mesure prise dans le cadre de la lutte contre l'épidémie en matière de surveillance, ça soit limité dans le temps, et qu'il y ait des garanties sur la protection des données personnelles. Les mesures doivent être aussi transparentes, ça c'est aussi très important, et basées sur le consentement des personnes. Et puis l'autre chose qu'on met aussi beaucoup en avant dans notre plaidoyer, c'est qu'il doit exister des voies de recours pour les citoyens qui s'estimeraient abusivement surveillés, par exemple, ou contre lesquels des outils auraient pu être utilisés de manière abusive. Mais évidemment, le risque premier aussi, c'est la banalisation. Même chose pour les drones, même chose pour la vidéosurveillance automatisée ou la géolocalisation des téléphones, comme on en parle quelquefois. En fait, c'est typiquement ce qu'on voit, c'est un effet cliquet, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez mis dans une situation de crise, en fait, vous pouvez continuer à l'utiliser dans le droit commun ou dans le droit du quotidien, parce que la population a déjà été habituée. C'est utile pour nous, les paysans qui veulent s'installer en ville. Puis le système de points qu'on ajoute, qu'on retire, pour les citadins, c'est bien. Cela permet de s'élever. Tout le monde veut avoir des points en plus. Je trouve que la France devrait vite adopter notre système de crédit social pour régler ses mouvements sociaux.
Si vous aviez eu le système de crédit social, il n'y aurait jamais eu les gilets jaunes. On aurait détecté ça avant qu'ils agissent. On aurait pu le prévoir, il n'y aurait pas eu ces événements. Déjà, je dirais qu'en tant que citoyen, on doit faire de la problématique de la surveillance par les États, un engagement, je dirais un engagement prioritaire dans nos engagements citoyens. C'est vraiment quelque chose dont il faut, sur lequel il faut se pencher et pour lesquels il faut se mobiliser en tant que citoyen ou en tant qu'association. Nous, on ne va jamais recommander finalement des solutions individuelles parce que malheureusement, c'est toujours assez limité et puis c'est des problèmes de société, c'est des problèmes collectifs finalement. Et donc c'est collectivement qu'on arrivera à lutter. On doit exiger un certain nombre de garanties à nos gouvernements pour la protection de nos données et pour l'application des mesures qu'ils prendraient. On doit vraiment faire de la protection de la vie privée quelque chose de très précieux et qui doit mobiliser aussi nos énergies. Et ensuite, il y a aussi un rôle des parlements, des parlementaires, dans le rôle de contrôle et de s'assurer que les mesures qui sont prises par nos différents gouvernements n'empiètent pas de manière injustifiée sur nos droits et sur nos libertés. Et puis après, dans les pays où elles existent, les autorités régulatrices, comme la CNIL en France par exemple, ont un rôle aussi très important finalement de contre-pouvoir par rapport à l'action de l'exécutif. Évidemment, après, les journalistes ont un rôle très important de contre-pouvoir et de documentation des différentes mesures prises par nos gouvernements en matière de surveillance. Alors, même chose, à la Quadrature du Net, du coup, on a lancé une campagne qui s'appelle Technopolis, et le but, c'est de documenter, justement, et de lutter contre ce déploiement de nouvelles technologies policières. Et finalement, on voit que ça marche pas mal. On a créé, par exemple, un forum dédié à cette question, où en fait, à chaque fois qu'on voit dans la presse ou dans quelque collectivité qu'un nouveau dispositif est déployé, on invite les gens à faire la veille. Comme ça, ensemble, on peut veiller, analyser et documenter et puis dénoncer. Et on voit finalement que rien que lutter contre l'opacité de la mise en place de ces dispositifs, ça a un effet.